Bonsoir à tous. Je reçois M. Adama Touré, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Vous êtes un fin connaisseur de votre secteur d'activité et un interlocuteur, je crois, privilégié de vos usagers. Adama Touré, bonjour. Bonjour, Germain. Alors, les transporteurs devraient être soulagés maintenant qu'un nouveau pont enjambe la lagune Ébrié et relie les deux secteurs les plus importants de la capitale. Un troisième pont, c'est positif, non? Oui, quand on voit l'ouvrage, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez. Nous sommes très satisfaits. Nous félicitons le président Alassane Ouattara, mais il y a un mais. Et le mais, il est inquiétant pour l'opérateur économique que je suis. Avec mes mandats, nous ne sommes pas du tout enthousiastes. Parce que quand on voit que ces investissements-là, c'est des investissements que nous avons déjà préfinancés par le biais du carburant que nous payons. Il y a des ponctions qui ont été effectuées depuis 1996 sur le gasoil pour faire un troisième pont à Abidjan. Il y a de l'argent qui a été pris sur nos vignettes en nous faisant croire que c'est pour faire un troisième pont à Abidjan. Et aujourd'hui, on vient nous sortir une nouvelle facture totalement gonflée et on nous dit qu'on doit encore payer pour passer sur ce pont. Nous trouvons que vraiment nous ne sommes pas bien logés et nous ne pouvons pas être enthousiastes. L'œuvre est belle et c'est une bonne initiative et nous savons que le président Alassane Ouattara est un grand bâtisseur comme son père Houphouët-Boigny, mais il ne le fait pas dans l'intérêt des opérateurs économiques privés que nous sommes parce que nous allons payer ce que nous avons déjà payé. Mais l'État devrait quand même amortir ses investissements. C'est déjà préfinancé, comme je vous l'ai dit. Vous ne vous imaginez pas le nombre de milliards de gasoil que nous payons par mois, de litres, et que dire que sur chaque litre, il y a au moins 10 francs. Parce que je dis ce que je sais. Je suis membre de la fixation des prix du produit pétrolier en Côte d'Ivoire depuis les années 2005. Et donc, nous avons tout le tableau et toutes les taxes affrétées sur le gasoil. Il y a déjà 2 TVA sur le gasoil que nous avons dénoncés au moment où le président Gbagbo était là et le président Alassane nous avait fait la promesse qu'à son arrivée, le gasoil allait être au maximum à 575 francs le litre. Aujourd'hui, nous sommes à 600 francs, bien que le baril a atteint son plus bas niveau depuis combien d'années. Mais nous avons espéré que le président Alassane allait pouvoir au moins respecter ses promesses électorales et essayer de nous mettre au moins les gasoils à cause du prix du baril à l'échelle mondiale qui a beaucoup baissé, au moins à 500 francs. Mais aujourd'hui, on est encore à 600 francs. Il peut le faire. Est-ce qu'il peut faire autrement? Il peut faire autrement. Il ne commande pas le marché. Ah si, mais le marché, quand il monte, ici en Côte d'Ivoire, le prix monte à la pompe automatiquement. Quand il descend, il ne descend pas de façon conséquente. Il descend de façon graduelle et de façon, je peux dire, inexplicable, parce qu'on ne nous explique pas sur quelle base ils se fondent pour faire ce genre de calcul. Et on nous a toujours fait supporter et avaler la couleuvre en nous faisant croire qu'on doit avoir un troisième pont. Donc nous sommes contents de l'œuvre, mais nous ne voyons pas vraiment l'utilité de nous faire payer ça cher. Et nous espérons que nous n'allons pas payer ça cher. Alors, il y a également l'autoroute du Nord qui relie aujourd'hui Abidjan à Yamoussoukro. Et là également, vous aviez manifesté votre mécontentement quant au coût assez élevé du péage. Oui, nous avons été les plus enthousiastes à l'ouverture de cette autoroute, bientôt un an en janvier. Mais nous avons rapidement déchanté parce que les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Les promesses étaient très claires. Les 3 ministres de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques, maître d'ouvrage, et le ministre du Commerce et le ministre des Transports nous ont reçus et nous rassuré que des mesures d'accompagnement il devait avoir d'abord un comité mixte avec nous les transporteurs pour que nous ayons au moins ne pas payer plein pot comme les usagers occasionnels de la route. Nous sommes 24 heures sur 24 heures sur les routes. On ne peut pas payer comme un usager occasionnel. Et la logique aurait voulu, pour sauver la corporation des transporteurs, qu'on fasse comme les autres pays de la sous-région. On ait des cartes d'accès et que ce soit à des coûts réduits à cause de la rotation régulière que nous faisons sur l'autoroute. Mais toutes ces promesses nous ont été tenues. On nous a promis des infirmeries, on nous a promis un hélicoptère pour héliporter ceux qui allaient être accidentés. On nous a promis même la possibilité de permettre aux transporteurs de faire les enlèvements en cas de panne sur l'autoroute par nos propres services. Qui vous a promis? C'est les 3 ministres de la République de Côte d'Ivoire avec le Fonds d'entretien routier en appui, qui nous a reçus par ailleurs et nous a menés en mission pour voir un peu comment ça s'est passé au Maroc. Nous sommes allés en mission, nous sommes revenus et nous leur avons dit ce que vous nous avez promis, effectivement, c'est ce qui se passe au Maroc, mais les montants ne sont pas les mêmes. Il était question dans le comité mixte que nous fixons, nous revenions à un allègement côté transporteur. Mais notre déception fut grande quand nous avons vu qu'après 6 mois, on ne nous a plus pris au téléphone auprès du Fonds d'entretien routier et en lieu et place, on nous dit qu'il faut rentrer maintenant dans un pesage
de nos véhicules de transport de marchandises. Comme si ça ne suffisait pas déjà, le manque à gagner incommensurable que les transporteurs ont déjà perdu par rapport au transport de personnes. Tous les véhicules qu'on appelle en Côte d'Ivoire communément les Massa, qui étaient dans l'ordre de près de 1400 véhicules qui venaient sur Abidjan, sont obligés de se rebiffer sur eux-mêmes et de faire les villages. Ils ne peuvent plus venir sur Abidjan. Quand on a évalué le manque à gagner, ce n'est pas moins de 14 milliards que les transporteurs ont pu perdre en 6 mois. En 6 mois. En 6 mois. Vous imaginez? Parce que la destination Abidjan est la destination la plus lucrative. Et vous verrez que les gros transporteurs qui ont plus de moyens que nous ont multiplié les quarts. Parce que les petits véhicules ne peuvent plus. Parce que si vous faites un seul voyage, vous perdez tous vos carburants en payant l'autoroute. Et ça, ce n'est pas du professionnalisme, ça. Parce que les transporteurs ivoiriens qui sont appauvris par les 10 années de crise ne se retrouvent que dans les petits transports à cause du manque de soutien de l'État. Est-ce qu'à ce sujet-là, vous avez essayé de discuter un peu avec la tutelle? Mais je vous assure que la tutelle, actuellement, nous n'avons jamais connu. Moi, je suis président de la coordination des gares routières et ça fait seulement, depuis 1995 à ce jour, j'ai déjà vu passer pas moins de 11 à 8 ministres des Transports, mais les transporteurs n'ont jamais été autant divisés par une tutelle telle que c'est le cas aujourd'hui. Donc, une tutelle qui a décidé et choisi ses interlocuteurs. Parce qu'un transporteur capable de dire à la tutelle, comme nous l'avons fait, qu'il faut les états généraux du transport, automatiquement la tutelle coupe tout pont avec vous. Et vous êtes devenus les ennemis de la tutelle. La tutelle veut des transporteurs aux ordres, des syndicats aux ordres, quelle que soit la bêtise qu'ils opèrent, ces syndicats-là, sur les acteurs. Le ministre des Transports préfère composer avec les bourreaux des transporteurs en lieu et place des acteurs réels que nous sommes, qui vivons et qui mangeons le transport 24 heures sur 24. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette distance-là? Ben, la distance, elle est toute simple. Hein. Quand quelqu'un ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il faut, est-ce qu'on peut soigner la plaie de quelqu'un sur son corps sans qu'il ne soit au courant? Voilà ce que le ministre des Transports nous demande. Il nous demande d'accepter une réforme du secteur du transport qui va nous détruire. En quoi ça nous détruit? La première preuve, c'est d'abord cette autoroute. Le ministre des Transports s'est mis devant les membres du gouvernement pour nous demander d'accepter en nous faisant des promesses claires. Après, le ministre des Transports nous a demandé de signer un protocole d'accord avec lui pour qu'il nous aide à mettre fin aux véhicules banalisés. Tous les actes que nous avons posés avec ce ministre, il n'y a aucun acte qui a abouti. Il a fait des déclarations ici que vous, après, vous avez relayé partout, qu'il a eu 150 milliards avec la Chine. Ça s'est fait le jour où le payage de l'autoroute a commencé. Que nous allons avoir des véhicules pour le renouvellement de... Tous les engagements de ce ministère des Transports, aucun engagement n'a été tenu. Mais donc quand vous voyez un ministre de tutelle d'une telle envergure, vous êtes obligé d'avoir raison gardée. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas vous qui refusez également les réformes? Mais nous, on ne peut pas refuser les réformes parce que les réformes, le ministre nous impose les réformes. On refuse de façon responsable et de façon réfléchie. Nous avons refusé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les grades du ministre des Transports, nous ne nous en plaignons pas. Il a mis ces réformes en application. Le résultat est là, il est hideux. Quand on fait le point, nos transporteurs sont devenus misérables. Le transport en Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui entre les mains des autres qui ne sont pas des nationaux. Nous ne sommes pas xénophobes, nous ne sommes pas racistes, mais nous disons ce qu'il est. Le taxi-compteur aujourd'hui est entre les mains de nos frères peuls de la Guinée et des Chinois. Le transporteur ivoirien aujourd'hui qui a 50, 60 véhicules, il n'y en a pas de taxis. Mais avant, c'est nous qui avons tous les taxis-compteurs. Sans oublier les véhicules de transport, les gros porteurs, tout ça. C'est à crédit que nos transporteurs vivent. Et c'est quoi la proportion? La proportion aujourd'hui, si on veut évaluer le transport national, les Ivoiriens n'ont pas plus de 15% de présence en transport national. Parce que tous les gros porteurs qui viennent prendre les marchandises dans les ports en Côte d'Ivoire appartiennent soit au conglomérat, les Bouygues et autres, au port, ou ça appartient aux pays limitrophes, le Mali, le Burkina et le Ghana. Il n'y a pas d'Ivoiriens aujourd'hui qui peut vous compter 10 camions de transport de marchandises en bon état. Il n'y en a pas. Et ça pose quel problème? Ça pose un problème de chômage et de cherté de la vie. C'est-à-dire que les Ivoiriens qui avaient la possibilité d'employer près de 100 000 personnes dans une activité qu'est le transport routier, aujourd'hui, nous ne sommes même pas à 1000 employés. En plein temps. On n'a pas 1000 employés aujourd'hui dans le transport routier. En plein temps. Qui peuvent être sûrs d'être déclarés à la CNPR, d'être dans le SMIC. Impossible. Mais pourtant, c'est un secteur qui rapporte aux caisses de l'État pas moins de 300 milliards de francs CFA par an. Ça, c'est les chiffres de la direction des impôts. C'est vous dire à la matière qu'on ne peut pas être aussi important, une colonne vertébrale de l'économie nationale d'un pays, et être traité de la sorte. Et laisser faire des situations qui vont amener à augmenter la cherté de la vie et la pauvreté. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est que les gens oublient. Les denrées alimentaires ne sont pas produites dans la grande capitale, la métropole qu'est Abidjan. Elles sont tous convoyées. La cherté de la vie, pas du transport aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si vous allez habiter à Sassandra, vous verrez que vous payerez la tomate, le kilo pratiquement à 200 francs.
Mais à Abidjan, le kilo sera à 800. Mais c'est le transport, le problème. Mais les gens ne comprennent pas. Ils comprennent, mais ils refusent de régler le problème à la base. Régler le problème à la base serait de maîtriser l'outil de transport. Nous avons approché le ministère du Commerce pour dire que la viande coûte au dernier village du Burkina. En même temps, si vous refusez les réformes de l'État, je ne vois pas comment le ministre des Transports puisse vous écouter. Mais nous avons refusé. Ben On oui. refuse les réformes parce que nous savons que les réformes vont nous asphyxier économiquement. Ben Nous vous- avons eu trop raison. Ben vous Parce ne pensez qu'aujourd'hui, pas- la réalité est vous là. ne La pensez réforme pas a aux été autres appliquée. secteurs de la vie nationale. Mais le secteur de la Pensez vie d'abord à nationale, vos intérêts. pas du tout. Nos intérêts, c'est les intérêts de la population. C'est pas évident. Si. Pourquoi? Toutes les réformes qui ont été faites là, Un État ne peut jamais faire des réformes. contre sa population. Contre les intérêts Malheureusement, de sa c'est le cas. population. Malheureusement, c'est le Ça, cas. c'est votre point de vue. Mon point de vue, il est clair. Parce que la réforme n'a pas été ressentie Mais votre auprès point des de vue n'est pas populations. le point de vue de tout le monde. Mais évidemment, moi, je n'en disconviens pas, mais je vous dis ce que je suis aussi la population ivoirienne. Et je suis dans le peuple. Nous ne sommes pas des bureaucrates. Nous sommes des gens qui vivons dans un endroit où il n'y a pas moins de 2 millions de personnes qui nous rendent visite par jour, que nous transportons à Djamé. Pas moins de 3 millions de personnes par jour. Donc nous avons plus de relations avec la population que quiconque nous mettons au défi. Alors, aucun syndicat ne peut se vanter d'être dans un endroit plus bruyant que la coordination des gares routières. Mais nous disons que quand nous écoutons les populations, ils ne ressentent pas ces réformes-là dans leur assiette. L'Ivoirien ne peut pas vous dire aujourd'hui que le panier de la ménagère s'est amélioré. Ça s'est amenuisé. La réalité est là. Peut-être aussi qu'il faut avoir la patience de donner du temps. Non, aux mais la réformes. patience, c'est qu'on va de mal en pire. De mal en pire, pourquoi? On est dans une situation, dans le secteur du transport routier, on va de mal en pire. Dans une situation où nous sommes encore, on n'a pas encore sorti par rapport à l'autoroute, qui est en train d'asphyxier les transporteurs nationaux, en créant du chômage, en rendant la vie chère, en rendant les denrées alimentaires très chères, et bientôt, on va le ressentir avec le pesage des véhicules de pays limitrophes qui ont commencé à se détourner de nos deux ports, qui sont les mamelles économiques du pays, en allant au Libéria, en allant à Nouakchott et à Dakar. Mais je ne vous dis pas, bientôt, on va sentir le vrai chômage en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Donc, en bon patriote, nous réagissons et nous souhaitons réellement que les choses s'améliorent. Alors, Monsieur Adama Touré, Oui. on dit que le secteur des transports est aujourd'hui miné par des problèmes. Oui. Vous venez d'en faire cas. Il y aurait également la tracasserie routière. Pourtant, en la matière, l'État aurait fait beaucoup d'efforts. Ben, en la matière, l'État a fait beaucoup d'efforts sur les grands axes routiers du pays. Nous l'avons dit lors du début de lever des barrages spectaculaires par le biais du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, même le président de l'Assemblée nationale, quand il était Premier ministre, levait les barrages et c'était médiatisé. Nous avons dit que ce n'était pas ça qui réglait le problème du racket. Le problème du racket, il avait été question en Côte d'Ivoire à un certain moment où on avait créé un comité très homogène à l'état-major des armées, qu'on appelait le comité technique de contrôle de la fluidité routière. C'était en quelle année? Ça, c'était fait jusqu'en 2010, c'était fonctionnel. Ça a commencé de 2007 à 2010. Donc, voilà un comité que le chef d'état-major général aurait pu piloter avec tous les corps en présence sur le terrain et les opérateurs économiques qui, eux, viennent à l'état-major pour dire « Ah, c'est vrai, vous avez enlevé tel ou tel barrage, mais voilà où ils se sont retrouvés ces barrages. » Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. L'État croit avoir réglé le problème parce que quand on dit l'État en Côte d'Ivoire, ils sont dans les voitures seulement pour aller à Yamoussoukro et revenir. La plupart. Il y en a qui vont dans leur village, mais ils sont toujours sur le bitume. Mais je ne vous dis pas, je prends l'exemple tout près, ici à Bianois, entre Aboisseau et Bianois, 70 km. Mais il y a 9 barrages. Et chacun des barrages prennent au moins 2000 francs par Kia qui vont prendre les maniocs et les denrées alimentaires en brousse pour venir. C'est un vrai problème. C'est un véritable problème. Le racket est encore là. Nous sommes allés récemment à Sassandra, on s'est rendu compte que le racket est encore plus grave dans les zones de production alimentaire. Voilà pourquoi la vie chère ne peut pas changer de cap. Alors, il y a le phénomène de ce qu'on appelle ici les Niabros. Pour ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, qui ne savent pas, alors les Niabros, ce sont de petits corsaires qui mènent la vie dure aux chauffeurs dans les gares. Oui. Alors, qui est-ce qui contrôle ces Niabros-là, ces corsaires-là, et qui devrait mettre fin à ce phénomène décrié par tout le monde, en fait? Ben, je vous remercie. Le phénomène du Niambro, c'est un phénomène tout simple. Hein. Mais il faut être dans le bois sacré pour savoir de quoi il s'agit. Les Niambro, c'est une appellation péjorative pour cacher le nom des pseudo-syndicalistes qui sont fichés, qui ont des récépissés d'immatriculation du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et qui sont des gens autour de la table avec le ministre des Transports
comme ses appuis pour imposer toute réforme qu'il voudra. Donc, ils sont tous dans une fêtière. Est-ce que vous ne versez quand même pas dans une sorte d'attaque personnelle à montrer du doigt à chaque fois le ministre du Transport? Mais dans chaque activité, vous avez une tutelle. Hein? Oui, si c'était un problème qui concerne la presse, je sais que vous allez parler du ministre de la Communication. Moi, je ne peux pas laisser un ministre qui n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire au nom de l'État de Côte d'Ivoire et aller m'attaquer à quelqu'un qui a l'éducation nationale qui n'a rien à voir avec moi. La réalité est tout autre. Moi, j'ai un problème avec quelqu'un qui ne veut pas faire son travail. Selon nous, qui devons bénéficier des efforts de l'État, parce que nous payons toutes nos taxes à l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour que l'État nous rende la sécurité dans notre activité. Très bien. Alors, si nous voyons que le ministre des Transports, qui à son arrivée, voilà pourquoi on a des difficultés avec lui, il a fait des déclarations que nous avons dans la presse, qui dit que lui n'est pas venu au ministère des Transports pour travailler avec les 300 syndicats. Il n'est pas venu pour travailler avec les gens qui vendent les tickets dans les gares. Il est venu pour faire une réforme où tout le monde doit se retrouver pour pouvoir être opérationnel et les vrais acteurs du transport. Ça, c'était la déclaration officielle dans l'intérêt de la nation et de mettre en application ce qui est dans le vivre ensemble du président Alassane Ouattara, que nous avons tous lu. Alors, à notre grande surprise, ça, c'est les 3 premiers mois de la nomination du ministre des Transports. Nous avons eu l'occasion de le recevoir même à nos bureaux, parce qu'il tenait le bon discours selon nous. Oui, revenons au cas et nous, on le reçoit. Non, c'est pour en venir au Niambro. On le reçoit à sa nomination, les 3 premiers mois, ça se passe sans souci. Et après, les Niambro le menacent de façon ouverte dans la presse pour dire que si le ministre des Transports continue de les attaquer, il va avoir des problèmes avec eux et ils vont paralyser le pays. Et nous voyons le ministre des Transports qui se déplace dans le bureau, le siège des Niambro, et il va leur demander pardon. Et depuis ce jour, vous voyez, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le ministre a coupé igname avec la coordination des gares routières, qu'on sait très bien, parce que nous, on a créé notre coordination, c'est pour combattre les injustices dans le secteur du transport. Donc, nous ne pouvons pas collaborer avec ceux qui sont les bourreaux des pauvres chauffeurs qui n'ont même pas le SMIC pour travailler. Donc, à notre grande surprise, le ministre décide de mettre ces Niambro-là dans une fêtière qu'il appelle au Conseil des entreprises de transport en Côte d'Ivoire, qu'il fait couvrir par quelques 3 à 4 sociétés de transport un peu respectables, sans faire de publicité. Alors, à ma grande surprise, on dit, bon d'accord, monsieur le ministre, comme vous avez créé une fêtière, vous avez mis tous les Niambro, c'est une bonne chose. C'est maintenant que vous allez pouvoir les amener à changer de comportement. C'est ce qu'on a souhaité. Et on est revenu vers le ministre des Transports. On l'a saisi par écrit, il nous a accordé une audience. Ça, je le dis et je lui dis merci. À l'audience, le ministre des Transports et ses conseillers nous demandent qu'est-ce que nous voulons. Nous disons non, monsieur le ministre, au niveau de la coordination des gares routières, qui représente 14 000 adhérents, ça, je tenais à le préciser. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, nous ne sommes pas des gens qui parlons pour faire mal à quelqu'un. Nous représentons. Quelque part aussi, dans votre secteur, on vous reproche beaucoup de choses. Ça, c'est évident. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas faire des omelettes aussi sans casser des œufs. Mais moi, quel que soit ce qu'on va me reprocher, on ne me reprochera jamais d'être quelqu'un qui bat les gens, prendre leur argent. On ne peut pas me reprocher cela. Et ça, c'est mortel. Et on tue des gens pour prendre leur argent dans le secteur du transport. Parce que les Niambro tuent des gens. Et le ministre des Transports nous dit que si vous voulez, alors il faudra vous aligner au Niambro pour que nous soyons tous dans la même fêtière et vous serez chapeautés par le président de ceux qui font cette rotation journalière-là. Parce que les Niambro sont organisés. Ils ont 30 groupes. Et les 30 groupes, il y a les 300 syndicats qui sont dispatchés dans les 30 groupes. Et les 30 groupes, et chaque jour de la semaine, il y a un groupe qui est sur le terrain avec ses voyous et qui arrache de l'argent de force. Même si vous n'êtes pas membre de leur syndicat, vous payez la cotisation journalière. Ce qui est une aberration. Les Niambro encaissent combien par jour au minimum? Les Niambro encaissent par véhicule de transport qui fait l'axe Abidjan, Adjamé-Yopougon, les Baka comme on les appelle, les véhicules de 18 places. Ils encaissent au moins 12 à 14 000 francs par véhicule et par jour. Alors, quand vous prenez 6 000 barras, vous voyez combien de millions ça fait? Tout à fait. Et ceux-là sont là et l'État ne dit rien pendant que les chauffeurs n'ont même pas le SMIG. Justement, j'allais vous demander comment mettre à leur fin. Pour mettre fin au Niambro, ce n'est pas compliqué, c'est une décision politique. Il faut forcément que l'État, le droit soit dit. Dans un État qui se veut civilisé, le syndicalisme n'est pas un travail à but lucratif. Les statuts sont clairs. C'est un bénévolat. Que les syndicats restent dans leur bureau, que leurs adhérents viennent payer leurs cotisations. Est-ce que la presse ivoirienne, il y a des syndicats? Est-ce qu'une fois vous avez vu les syndicats de la presse avec des pointes et des bois en train de passer vos véhicules pour payer leurs cotisations? C'est de façon libre qu'on doit adhérer à un syndicat. Nul n'est obligé de syndiquer. C'est ce que dit la loi. Alors, comment se fait-il, vous qui connaissez si bien le secteur du transport, comment se fait-il que ce secteur-là est aussi bordélique?
Ben, ce qui fait, je peux dire que nous avons hérité ça de nos dévanciers. Parce que ça ne date pas de maintenant. Hein. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. On a hérité de nos dévanciers. Malheureusement, nous sommes très jeunes. Voilà un secteur d'activité qui a le temps de vie plus long par rapport à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le transport en Côte d'Ivoire existe depuis les années 1900, bien avant les années 1900. Alors, c'est vous dire un peu que nous sommes héritiers d'un système très pourri que nous déplorons aujourd'hui, mais il faut reconnaître que le bordel a une solution. Et la solution du bordel, c'est la loi. Quand il y a la loi en face d'un bandit, automatiquement, il perd la face. Il faut que la loi soit forte et déterminante. Moi, je l'ai dit, je le redis, nous voulons simplement que nos gouvernants essaient de comprendre nos positions et de nous approcher, d'accepter que nous les approchions pour que nous leur donnons aussi nos ébauches de solutions, parce que ce ne serait pas de tuer les gens. Il y a la possibilité aujourd'hui, avec ces individus au gros biceps, je sais que ma vie est toujours exposée et en danger. J'ai été attaqué plus de 9 fois par ces individus. J'ai été en prison pour cela. Mais je dis que la vie, chacun a une mission. Moi, ma mission, c'est de dire ce qui n'est pas correct et quand arrivera ce qui pourra. Maintenant, l'État a le devoir de transformer ces grands gaillards qui sont là en train de courir après les véhicules à des sociétés de gardiennage qui vont surveiller les gares routières, les transformer en des sociétés de salubrité. Le ministère de la Salubrité nous a approchés et nous sommes prêts à rendre la gare un peu plus propre. Vous voyez comment les gares routières en Côte d'Ivoire sont insalubres. L'État veut nous sortir une gare moderne. Mais si on n'a pas les bonnes habitudes dans les gares déjà sales, même si on nous donne une gare moderne, ça sera pire. Donc il faut éduquer les gens, avoir des projets pilotes au niveau des assainissements de la sécurité et puis créer des emplois. On peut bien faire la mutation, mais on ne peut pas faire la mutation de quelqu'un contre son gré. Alors peut-être que pour en arriver là, oui. Il faudrait qu'un jour l'État... il faudrait qu'un jour on fasse les états généraux du transport. Nous l'avons plusieurs fois souhaité. Les états généraux du transport s'imposent. Vous avez vu quand le ministre Koti Diakité était à la communication, la presse ivoirienne allait faire les états généraux à Yamoussoukro. Et c'est au sorti de là qu'il y a eu quand même une lisibilité au niveau de la presse nationale. Donc ce serait vraiment très biscornu de continuer de la sorte. On ne peut pas venir faire une réforme sans faire de diagnostic. C'est comme si vous soignez quelqu'un, l'automédication. Vous risquez de lui créer d'autres problèmes et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi nous nous rébellons. Sinon, nous n'avons rien contre la personne du ministre des Transports, même s'il le souhaite, dès demain, nous nous mettons à sa disposition pour le bonheur des transporteurs en Côte d'Ivoire. On souhaite que le dialogue soit vraiment renoué. Merci Adama Touré, merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup à vous. À bientôt.